bienvenue sur CNews Global News TV avec votre émission Jotaay Immigré. Votre serviteur Elhadji Malick Tall sur le plateau. Dans ce nouveau numéro, nous allons aujourd'hui parler d'immigration aux États-Unis. Il y a une actualité quand même assez fournie sur l'immigration. On reviendra sur la situation au Proche-Orient. Il y a des développements sur le terrain judiciaire et aussi les événements qui se passent dans les universités américaines. Au Sénégal, nous parlerons aussi de quelques développements donc avec le nouveau pouvoir, avec un certain nombre de décrets pris par le nouveau président, décrets qui quand même ont créé un certain nombre de controverses. Commençons d'abord par l'immigration aux États-Unis. Le président Biden et son administration ont décidé au cours de cette semaine de rendre éligibles ce qu'on appelait les DACA récipients, les récipiendaires du DACA. Le DACA, c'est Deferred Actions Childhood Arrival. À l'époque, on se rappelle, je vais donner une explication donc, pour qu'on puisse appréhender de quoi il s'agit. Quand le président Obama était au pouvoir, il avait décidé d'accorder une légalisation temporaire aux immigrés vivant aux États-Unis, mais qui étaient venus dans ce pays à l'époque en tant que mineurs. Donc, à l'époque, on avait évalué leur nombre, ils étaient aux environs de 800 000, issus de pratiquement toutes les nationalités. Il y avait des Asiatiques, des Africains, des Latinos, donc issus des pays de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine de manière générale. Et même des Européens, parce qu'il y avait des Irlandais, donc des Français. L'évaluation a été faite à l'époque que le Parti républicain bloquait toute initiative de légalisation de manière générale, d'accorder donc un statut légal aux immigrés évalué à l'époque à voire 14, 15, certains parlent de 11, 12 millions. Alors le président Obama et son équipe ont conçu ce programme qu'on appelait DACA, D-A-C-A. Donc comme j'ai dit, Deferred Childhood Arrival Action. Donc il s'agissait de donner des autorisations de travail temporaires à ces immigrés et même les mettre dans une sorte de protection légale où ils ne seront pas expulsés. Donc les autorisations de travail, ça leur permettait d'accéder, donc d'avoir cette carte de sécurité sociale, d'avoir des permis de conduire, de pouvoir aller au lycée. Certains ont même après travaillé. Certains ont rejoint l'armée, d'autres étaient des médecins, des infirmiers, etc. Donc le président Biden et son administration ont décidé cette semaine d'étendre les bénéfices pour cette catégorie d'immigrés en leur permettant donc d'être éligibles, d'accéder à l'assurance maladie au niveau fédéral, au programme qu'on appelle the Affordable Care Act. The Affordable Care Act était connu aussi sous l'acronyme de Obamacare. Donc c'est le programme de Medicare élargi. Désormais, ces jeunes immigrés peuvent bénéficier de ce programme. Donc c'est extrêmement important puisque vivre aux États-Unis, avoir la possibilité d'avoir l'assurance maladie au niveau fédéral, c'est donc un bénéfice énorme. Donc cette information n'est pas passée inaperçue, elle a été largement commentée dans la presse parce que aussi certains pensent que c'est le président en train de vouloir davantage motiver le bloc latino pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au mois de novembre. Autre élément toujours sur l'actualité de l'immigration venant de l'administration du président Biden, c'est le président et son équipe sont en train d'imaginer, de concevoir un programme légal qui pourrait donner un statut légal temporaire aux époux ou épouses, en tout cas aux conjoints, aux immigrés qui sont liés par les liens du mariage à des conjoints qui sont de nationalité américaine. Ça aussi, c'est un développement majeur. Donc, en principe, quand on est marié, il y a cette possibilité donc, de bénéficier donc, le conjoint, soit le mari ou la femme peut toujours, l'épouse peut toujours pétitionner son conjoint, mais dans beaucoup de cas, il arrive que
cette procédure légale ne se passe pas ainsi. Alors, l'administration a évalué, il pense qu'il y a plus de 100 000 personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. 100 000 immigrés, plus, qui sont mariés à des citoyens américains et qui n'ont pas pu bénéficier du statut légal. Là, ils sont en train de concevoir le programme, d'en voir les tenants et les aboutissants, surtout au niveau juridique, au niveau légal, pour pouvoir leur accorder une protection temporaire. Donc, ils auront droit à l'autorisation de travail et à d'autres documents qui leur permettraient de rester et de travailler aux États-Unis et par conséquent, donc, de ne pas être dans le viseur donc, des autorités d'immigration et donc risquer l'expulsion. Là également, c'est une décision majeure qui n'est pas passée inaperçue, largement commentée dans la presse. Certains pensent que, comme la première, cette décision s'inscrit dans le cadre de tendre la main, de motiver davantage le bloc latino pour la prochaine élection présidentielle. Parce que tout simplement le président, quand même, a des problèmes avec certains constituants, comme on les appelle, certains blocs de vote, notamment les musulmans américains ou les arabes américains, tous par rapport à ce conflit au Proche-Orient, par rapport aux actions israéliennes, ce génocide qu'Israël commet contre les Palestiniens, plus précisément les Palestiniens de la bande de Gaza. Donc ces deux informations donc ont été commentées dans la presse et certains pensent que c'est une façon de continuer davantage à mobiliser, à motiver le vote latino, le groupe latino pour la prochaine élection présidentielle. Au même moment que ces informations apparaissaient dans la presse, l'ancien président Donald Trump a donné une interview au Time Magazine. Et dans cette interview, Donald Trump est allé à contre-courant des mesures, des décisions dont j'ai parlé tout à l'heure. Lui propose, contrairement, il propose ce qu'il appelle une campagne massive d'expulsion, communément appelée Massive Deportation Campaign. C'est l'expression qu'il a utilisée en anglais. Donc une campagne massive de déportation qui consiste à expulser 15 à 20 millions de personnes. Et là, il a donné les détails dans cette interview de Time Magazine. Il pense qu'il pourra mobiliser l'armée, ce qu'ils appellent la garde nationale des différents États. Il pourra mobiliser les autorités de police au niveau local. Il a même fait allusion à la même campagne qui avait été édictée sous le président Eisenhower en 1954, où on dit que plus d'1 million de Mexicains ont été expulsés de l'autre côté de la frontière. Toujours est-il que c'est un souhait de Donald Trump. Mais il a été président, il n'avait pas pu exécuter une telle campagne parce qu'il y a des blocages non seulement matériels, souvent le gouvernement fédéral n'en a pas les moyens, il n'y a pas suffisamment d'éléments, donc des forces, ce qu'on appelle la police des frontières Customs Border Patrol, donc il y a des obstacles matériels, il n'y a pas suffisamment de budget, donc les moyens financiers pour exécuter un tel programme, et il y a aussi des blocages au niveau juridique. Parce que, quoi qu'on dise, même l'immigré qui est là de manière illégale ou de manière irrégulière, a aussi droit à un certain nombre de protections, ce qu'on appelle de due process. C'est garanti par la Constitution. Mais c'est un programme aussi que Donald Trump a annoncé et ça crée un tollé au niveau des communautés immigrées, notamment des communautés latino. Concernant la situation au Proche-Orient, Israël continue ce que la presse indépendante dans le monde et les observateurs appellent un génocide. Et effectivement, il s'agit d'un génocide. Aujourd'hui, on parle de plus de 35 000 morts. Certains pensent que c'est plus parce que tout simplement, il y a beaucoup de victimes ensevelies sous les décombres. Maintenant, le développement majeur, c'est au cours de la semaine, une information qui a été largement commentée dans la presse. Dans la presse aux États-Unis, mais la presse internationale aussi. Il paraîtrait que la Cour internationale criminelle serait en train de considérer ou de préparer un certain nombre d'inculpations contre des autorités israéliennes et des leaders du Hamas. Donc des leaders d'Israël, leaders politiques et militaires, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou et des leaders du Hamas. Dès que cette information a été publiée, évidemment la Cour, par son procureur
Karim Khan, qui est qui est un citoyen british, qui est un citoyen britannique, la Cour n'a pas commenté. Mais au niveau de la presse des États-Unis, la Maison-Blanche a demandé à la Cour de ne pas surseoir à toute action allant dans ce sens. Certains républicains, certains démocrates, certains leaders politiques, notamment le sénateur John Fetterman, qui est un sénateur de l'État de Pennsylvanie, il a carrément menacé la Cour et menacé même son procureur, en demandant aux États-Unis de se dresser donc, contre cette juridiction internationale. Évidemment, la Cour n'a pas commenté, mais il faut dire que si ces inculpations se passaient contre les leaders israéliens et si éventuellement il y avait des mandats d'arrêt, ce serait quand même une première. Cette juridiction n'a jamais inculpé un leader européen de l'Ouest ou israélien. On se rappelle que c'est des Africains pour la plupart qui ont été inculpés. C'est aussi, dès le début de la guerre en Ukraine, la Cour s'est précipitée pour inculper Vladimir Poutine. Donc il a été inculpé, un mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Évidemment, il faut rappeler que les États-Unis et Israël ne sont pas membres de la Cour internationale criminelle. Cette Cour a été créée en 2000. Son statut, c'est ce qu'on appelle le statut de Rome. C'est donc le document statutaire qui gouverne la juridiction. C'est une juridiction internationale. Et la Cour pense aussi qu'elle enquête depuis quand même plusieurs années sur la situation au Proche-Orient contre les leaders israéliens. Bien qu'Israël n'étant pas membre de la Cour, mais la Cour l'a affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises, Gaza, la bande de Cisjordanie, sont quand même dans la coupole donc de la compétence juridictionnelle de la Cour, et que ce qui s'y passe tombe effectivement dans la compétence de cette juridiction. La Cour peut effectivement enquêter, et là la juridiction, évidemment, on continuera à suivre de ça de très près, mais c'est un développement majeur. On se rappelle aussi que l'Afrique du Sud avait porté plainte pour génocide contre le gouvernement israélien, contre Israël devant la Cour internationale de justice, qui n'est pas une juridiction criminelle, mais qui est la juridiction, ce qu'on appelle la juridiction de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Là aussi, ça a été un développement majeur, le fait qu'Israël était attrait devant cette juridiction, avec des preuves à l'appui que le gouvernement israélien est aujourd'hui en train de commettre un génocide en détruisant. Il s'agit de voir le nombre de civils tués, les infrastructures rasées, rendre donc Gaza pratiquement inhabitable. C'est l'objectif qui a été réalisé par le gouvernement israélien. Donc c'est un développement majeur qu'on continuera à suivre, mais tous ceux qui sont épris par l'égalité devant la justice donc peuvent saluer cette décision majeure si elle arrivait, l'inculpation des leaders israéliens et un mandat d'arrêt qui serait lancé contre eux. L'autre élément que nous avons suivi dans la semaine, et largement suivi d'ailleurs, commenté dans la presse ici aux États-Unis, c'est les vagues de manifestations, de protestations dans les universités américaines. Et information d'ailleurs qui est liée, qui est sous-jacente à cette situation au Proche-Orient. Cette génération qu'on appelle génération Gen Z, c'est les jeunes, donc étudiants américains âgés de 18, 19, 20, 21 ans, 22 ans plus, qui ont décidé de se démarquer de leurs aînés, de leurs parents, pour dénoncer ce génocide israélien, en demandant à leurs universités de ne pas investir dans le secteur d'armement en collaboration avec Israël, et même de rompre dans une certaine mesure leurs investissements avec Israël, surtout avec les universités israéliennes. Parce qu'au moment où ces universités américaines sont en collaboration avec les universités israéliennes, Israël a détruit toutes les universités dans la bande de Gaza. L'enseignement supérieur n'existera plus après l'arrêt de ce génocide. Les académiciens, les universitaires ont été carrément tués. Et certains, d'ailleurs, qui sont de notoriété internationale. Donc, ces jeunes se sont dressés, de manière pacifique d'ailleurs. Ils ont dressé des campements dans les universités, sur les pelouses, en chantant, en dénonçant pacifiquement les exactions et le génocide israélien. Qu'est-ce qu'ont fait les universités?
Certains ont violé les franchises universitaires, notamment l'Université de Colombie. D'autres même ont permis à des agitateurs pro-israéliens de rentrer dans les campus et d'user de la violence. Donc, on a tous vu dans les images la police de New York, la police de Houston, la police de Los Angeles, la police d'Atlanta dans l'État de Georgie, rentrer dans les campus, violer les franchises universitaires, user de la violence, blesser des étudiants. À New York même, un policier a ouvert le feu. Heureusement que personne n'a été blessé. Donc, c'est ça la réalité qui a été constatée. Donc, l'Amérique des droits de l'homme qu'on nous chante, qui non seulement à travers son administration, le président Biden, Anthony Blinken qui est le secrétaire d'État et Lloyd Austin qui est le secrétaire de la Défense, on se rappelle qu'il y a une juridiction américaine, une cour fédérale dans l'État de Californie, où on avait porté plainte contre le président, le secrétaire d'État et le secrétaire de la Défense, plainte qui avait été déposée par the Human Rights, the Center for Constitutional Rights, c'est le nom officiel de l'organisation. Et que le juge fédéral avait dit, certes, que cette juridiction n'avait pas compétence, mais n'avait pas compétence à statuer sur cette complicité de génocide, mais pense qu'effectivement, les États-Unis s'inscrivent dans cette mouvance, dans cette attitude de complicité de génocide au Proche-Orient. Donc, les étudiants qui ont manifesté, donc qui protestent contre cette attitude, on a vu une répression sans faille contre ces étudiants. Alors, c'est cette même Amérique souvent aussi, il faut le rappeler, qui a tendance à donner des leçons de morale, qui a tendance à faire la lecture sur la base de la défense des droits de l'homme contre d'autres pays. Je l'ai rappelé ici, dans ce programme, quand le Sénégal a connu ses turbulences préélectorales, les États-Unis, par le biais du département d'État, avaient sorti un communiqué véhément pour dénoncer le Sénégal. Le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat était allé même beaucoup plus loin en disant que le Sénégal était en train de devenir une dictature. Alors qu'au même moment, les États-Unis sont en train de financer ce génocide. Il y a de cela une semaine, une proposition de loi a été votée au Sénat et à la Chambre des représentants, où Israël va bénéficier encore d'une aide de 26 milliards de dollars. Au même moment, les États-Unis refusent d'arrêter la livraison d'armes, armes qui sont utilisées contre les civils palestiniens. Amnesty International et plus de 400 organisations ont sorti, plus de 400 organisations et de personnalités de la société civile au niveau mondial ont sorti un communiqué qui a été signé cette semaine demandant aux États-Unis de surseoir les livraisons d'armes pour le gouvernement israélien. Donc, ça veut dire simplement que j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas dans ce que les Anglais appellent clear cut, qu'un tel pays est une démocratie achevée, pertinente, juste, et que d'autres ne le sont pas. Donc certes, les États-Unis sont un pays démocratique, on peut énumérer des critères qui font des États-Unis une démocratie, certes achevée, on peut énumérer des critères qui font des États-Unis, qui peuvent aussi montrer que cette démocratie américaine, chantée sur les toits, souvent aussi n'est pas une démocratie parfaite, comme l'est d'ailleurs pour le Sénégal et d'autres pays. Donc c'est important que les images qu'on a vues défiler sur les caméras de télévision, cette répression contre les étudiants américains qui simplement manifestaient pacifiquement contre ce génocide, bien sûr, ces images n'honorent pas les États-Unis. Le président Biden a fait une sortie au cours de laquelle il a essayé de balancer donc son communiqué, dénoncer la montée de l'antisémitisme et de l'islamophobie, en réitérant que les étudiants avaient droit, donc le droit de manifester, qui est donc inhérent, droit plébiscité par la Constitution des États-Unis. C'est d'ailleurs encore beaucoup plus grave parce que la Chambre des représentants, au même moment, a profité de la situation pour essayer de criminaliser ces actes en votant une législation qu'ils ont appelée Anti-Semitism Awareness Act.
Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est en quelque sorte créer cette notion d'équivalence, toute critique contre l'État israélien, toute critique contre les leaders israéliens et de l'antisémitisme. C'est une haine contre le peuple juif. C'est faux. Parce que ces manifestations, des étudiants et des populations de manière générale, ces manifestations, dans ces manifestations, on retrouve des organisations juives très prééminentes dans ce pays. Donc, aussi bien au niveau des collèges et des universités, au niveau des populations de manière générale. Et c'est d'ailleurs pourquoi le congressman, le membre de la Chambre des représentants, Jerry Nadler, qui est un juif et qui représente la ville de New York, a justement dénoncé en disant, cette attitude, en disant aux membres de la Chambre des représentants de faire très attention dans la lancée aujourd'hui qu'on est en train de prendre. Toute critique contre le gouvernement israélien ou contre les actes ou les actions du gouvernement israélien au Proche-Orient ne constitue pas forcément de l'antisémitisme. Donc, ce sont ces développements qu'on a suivis dans la semaine, dans la presse américaine. Donc, on va parler rapidement du Sénégal. Ça ne va pas être loin. Au Sénégal, je disais donc, dans le sommaire que 2 décrets ont attiré mon attention cette semaine. On se rappelle qu'au lendemain de la prise de pouvoir, donc de prestation de serment du nouveau président Bassirou Diomaye Faye, il avait abrogé le décret, un décret qui issu du Conseil supérieur de la magistrature de son prédécesseur, qui avait nommé le premier président de la Cour suprême et d'autres juges. À l'époque, ça a été largement commenté parce qu'il y a eu des universitaires qui ont pensé que certes, le président Macky Sall avait fait preuve d'une certaine ce qu'on appelle inélégance républicaine, puisqu'il aurait dû simplement continuer à exécuter les affaires courantes. Mais à quelques jours de son départ, il prend un décret majeur pour des nominations majeures. Certains avaient pensé que ce n'était pas élégant. Mais le décret qui avait été pris par le président Macky Sall s'inscrivait dans une légalité totale. Parce que cette réunion du Conseil supérieur de la magistrature ne s'était pas faite sur ce qu'on appelle la consultation à domicile. C'était une réunion où le Conseil était présent. Donc il y avait le président de la République, en tant que président du Conseil supérieur, il y avait le garde des Sceaux et tous les autres membres. Donc, ce décret était légal, il était dans son cadre juridique légal. Le décret ne souffrait d'aucune illégalité. Maintenant, entre la légalité ou l'inélégance en soi ne signifie pas forcément l'illégalité. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, la nomination du premier président du Conseil supérieur de la magistrature, qui se fait dans un cadre légal, donc un décret en bonne et due forme, ne peut pas être abrogé tant que ce juge n'aura pas pris fonction et que la durée de son mandat est expirée. Donc, quand le nouveau président prend ce décret pour abroger, il y a 2 problèmes à ce niveau. Beaucoup pensent que il l'a fait sans la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il aurait dû réunir le Conseil supérieur pour pouvoir abroger ce décret. Mais aussi, beaucoup ont pensé que si le principal concerné, ce nouveau président du Conseil supérieur, ce nouveau président de la Cour suprême, attaquait le décret du président Bassirou Diomaye Faye devant la Cour suprême pour excès de pouvoir, la Cour pourrait casser ce décret. Donc ça dénote certainement d'une certaine précipitation dans les décisions, dans les prises de décision. L'autre décret qui a attiré mon attention aussi, c'est, j'ai vu dans la presse, quand on a dit que le président Bassirou Diomaye Faye a décrété l'arrêt des travaux sur la corniche ouest. Ça a été annoncé d'ailleurs par Pierre Goudiaby à Tepa. Là aussi, ça pose problème. Ça pose un certain nombre de problèmes de par les dispositions légales. À y regarder de près, le président de la République au Sénégal ne peut pas prendre un décret pour arrêter des travaux. À y regarder, il n'en a pas le pouvoir. Certes, il y a des
autorités compétentes, notamment la DESCOS, qui est une structure rattachée au ministère de l'Urbanisme, qui a compétence à pouvoir opérer sur place, vérifier si des travaux ne se passent pas, si des constructions ne sont pas légalement autorisées. Mais le président de la République, en tant que tel, n'a pas l'autorité légale pour signer un décret pour dire on arrête des travaux. Donc, ça pose problème à ce niveau. Et la liste qui a été publiée dans la presse, beaucoup de ces investisseurs ou de ces privés ont acquis leurs documents en bonne et due forme. Il s'agit souvent de titres fonciers et de bail. Certainement, ils sont passés par donc, des autorités compétentes pour acquérir ces terrains. Ils ont certainement leur autorisation de construire délivrée par les mairies. Ils ont leur plan cadastral qui ont été délivrés par les services de cadastre. Ils ont leur titre de droit réel délivré par les services des impôts et domaines. On peut discuter sur maintenant la légalité ou pas de ces documents. En tout cas, il y a le principe de la continuité de l'État qui s'impose. Les services qui étaient là hier, ce sont ces mêmes services qui sont là aujourd'hui. Alors, je pense que beaucoup de ces concernés peuvent faire constater donc l'arrêt de ces travaux par huissier et certainement attaquer ce décret devant la Cour suprême pour excès de pouvoir. L'autre élément, l'autre conséquence que ça peut générer dans la perception, c'est les potentiels investisseurs, surtout étrangers, qui peuvent regarder la situation à distance pour se dire, écoutez, là, ça pose problème. Donc, est-ce que investir dans ce pays, investir dans ce secteur, c'est assez fiable, puisque des changements peuvent survenir un président qui vient pour dire je décrète l'arrêt des travaux. L'autre élément, c'est important aussi, c'est vraiment les conséquences économiques. Ces chantiers, certains les évaluent à des dizaines de milliers de travailleurs. Donc, travailleurs qui, dans le cadre du cercle de production, perçoivent leur salaire et, bien sûr, sont des consommateurs. On connaît donc cette loi économique. Imaginons maintenant aussi les conséquences économiques que ça va, que de telles décisions peuvent avoir sur le secteur industriel, la production du ciment, la production du fer. Parce que simplement, une décision qui a été prise dans la précipitation. Donc légalement, cette décision, je crois que manque de base légale, on le saura dans les semaines, voire jours, soirs, s'il était attaqué. Mais du point de vue perception des investisseurs étrangers, du point de vue conséquences économiques aussi, ça pose problème. Donc, ce que ça reflète, c'est une sorte de précipitation dans les prises de décision. Une sorte aussi de tape à l'œil pour l'opinion publique, pour dire, écoutez, dans tel secteur, on est en train de prendre telle décision concernant donc, le foncier, on est en train de prendre telle décision. Et Pierre Atepa, qui a fait l'annonce, ce n'était pas la personne appropriée parce que lui-même impliqué dans le foncier au Sénégal. Donc je pense que ces deux décisions dénotent quand même de la méthodologie de travail, de l'esprit de méthode du nouveau pouvoir. Il me semble qu'il y a un pilotage à vie sur un certain nombre de choses. Peut-être qu'il peut y avoir des rectifications à temps, mais ces deux décisions, ces deux décrets n'ont pas été mûris. On n'a pas posé les jalons, donc les bases juridiques, pour ne pas tomber dans des conséquences où ces décrets peuvent être cassés. Donc on verra dans les semaines à venir si l'administration va changer de fusil d'épaule, certainement essayer davantage de creuser la méthode, donc de la méthodologie de travail, mais en tout cas, il me semble qu'il y a une certaine précipitation dans les décisions qui ont été prises dans ces deux cas. Maintenant, je pense qu'on en est arrivé à la fin de ce programme de cette semaine. On a parlé des États-Unis, donc du Proche-Orient et du Sénégal. Nous vous demandons de vous abonner davantage sur la chaîne CNUS Global News TV et aussi de partager les vidéos.
Ça permettra à la chaîne d'avoir beaucoup plus de visibilité. On n'arrive pas à atteindre encore la barre des 1000 abonnés, donc vraiment il faut partager avec les amis, les parents. Comme ça, ce programme va avoir beaucoup plus de popularité. Donc, comme d'habitude, notre ami Cheikh Tidiane a coordonné et réalisé techniquement ce programme. Sur le plateau, votre serviteur Elhadji Malick Tall. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.